Nuestro invitado de hoy es uno de los economistas más prestigiosos del mundo, que además se ha atrevido a decir que las cosas no se están haciendo bien en Europa. Rechazó la Legión de Honor que le ofreció el gobierno francés, poniendo por encima de la vanidad intelectual el compromiso. En otra vuelta de tuerca, Thomas Piketty. Nos acompaña hoy en otra vuelta de tuerca Thomas Piketty, un honor tenerte aquí. La primera pregunta, más que una pregunta, es una impresión. Cuando leía la introducción de tu libro, me llamaba la atención cómo hablabas de tu experiencia en los Estados Unidos. Decías que querías volver inmediatamente a Europa, criticabas de alguna manera el endiosamiento de los economistas en Estados Unidos y manifestabas tu admiración por Pierre Bourdieu, por Fernand Braudel. Me sorprende esa humildad en un economista y en un economista de tanta notoriedad. Disons, moi, j'ai beaucoup aimé mon passage aux États-Unis, mais c'est vrai, pas suffisamment pour y rester. Je voulais rentrer en France très vite parce que c'est vrai que je voulais me rapprocher des recherches en histoire notamment économique et sociale. Il y a toute une tradition de recherche en France, d'école des annales, à l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'est vrai que de façon générale, moi, je me vois plus comme un chercheur en sciences sociales que comme un économiste. Je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, la sociologie, les sciences politiques sont beaucoup moins claires que ce que les économistes cherchent parfois à prétendre. C'est-à-dire qu'il y a une tentation chez les économistes d'essayer de faire croire qu'ils ont construit une science à part, tellement scientifique que le reste du monde ne peut pas comprendre. Mais évidemment, c'est une gigantesque blague. Et c'est une blague qui parfois a fait beaucoup de mal. Donc je pense qu'il faut une approche plus modeste de l'économie. Et il ne faut pas laisser les économistes prendre pour eux les questions économiques. Et donc moi, j'essaye dans mon travail de mener des recherches sur l'histoire des revenus, des patrimoines, et je pense que ce sont des questions qu'on ne peut aborder qu'en ayant une approche qui soit à la fois une approche économique, sociale, politique, culturelle. Ça met en jeu les représentations que se font les individus des inégalités. C'est pour ça que dans mon livre, je parle aussi des représentations dans la littérature. Et je pense c'est important de ne pas laisser ces questions aux économistes et ce sont des questions trop importantes pour cela. Es muy llamativo lo que señalas, porque a veces los economistas se presentan poco menos que como representantes de una ciencia natural. Es como si se pusieran una bata blanca y tomaran distancia de las ciencias sociales. Es muy llamativo que un economista diga la economía es una ciencia social, nosotros tenemos que trabajar con los politólogos, con los sociólogos, con los antropólogos. Me ha llamado también la atención un gesto tuyo reciente, que es rechazar la Legión de Honor en Francia, teniendo en cuenta la vanidad de los intelectuales. Es llamativo el gesto. En España fue muy comentado cuando Jürgen Habermas recibía el premio Príncipe de Asturias, cómo dobló la rodilla ante el príncipe español. ¿Cuál piensas que debería ser en un momento como este el papel de los intelectuales? Cuando hablo de un momento como este, hablo de la crisis y de un momento en el que el pensamiento requiere pues, ciertas formas de compromiso que no siempre han sido habituales en los intelectuales. Oui, moi je pense on n'écrit pas des livres pour les gens qui nous gouvernent, on n'écrit pas des livres pour les gouvernements qui d'ailleurs souvent ne lisent pas de livres malheureusement, mais on n'écrit pas des livres pour avoir des honneurs officiels, on écrit des livres pour tous ceux qui lisent des livres et moi j'essaye d'abord de contribuer à une démocratisation du savoir économique et social et je pense que je crois dans le pouvoir des livres, des idées, je pense que cette démocratisation du savoir peut contribuer modestement à une démocratisation tout court de la société et de l'économie parce que ça peut aider les citoyens à se saisir de ces questions qui ne sont pas des questions techniques, les questions d'aide publique, les questions de patrimoine, de revenus, de taux d'intérêt, de salaire, ne sont pas des questions techniques qu'un petit groupe d'experts pourrait capturer pour elles-mêmes, c'est des questions pour tout le monde et donc
voilà, j'essaye de contribuer à démocratiser ces connaissances de façon à ce que chacun puisse être un citoyen plus actif et participer à la délibération collective. Et j'ai l'impression de faire au moins autant d'engagement politique en faisant ça qu'en allant dans des réceptions officielles. Bon, les responsables politiques, souvent, appliquent ce qu'ils pensent être l'opinion dominante. Donc, ce qui me paraît le plus important, c'est de contribuer à la transformation de l'opinion dominante. En tu libro aparecen tanto Carlos Marx como David Ricardo como estudiosos de la economía y de la sociedad ineludibles, pero no eres un economista marxista. Además lo dejas muy claro cuando señalas que tu relación con la caída del muro de Berlín es de alegría y de constatación del fracaso de las experiencias del socialismo real. ¿Por qué el libro se llama, sin embargo, El Capital? Que ha sido inevitable establecer una comparación entre la obra de Marx y un nuevo capital del siglo XXI. Donc, moi, je suis né en 1971. Donc j'ai eu 18 ans en 1989 et je suis devenu adulte en écoutant à la radio, je me souviens très bien, l'automne 1989, la chute du mur, l'effondrement des régimes communistes d'Europe de l'Est. Et donc je suis né trop tard pour avoir une tentation pour le communisme, en tout cas dans sa version d'Europe de l'Est, qui était une catastrophe pour l'économie et surtout pour les libertés individuelles. Et donc j'ai jamais eu cette tentation-là. Je me situe complètement, je suis un peu la première génération post-guerre froide. Donc après, il y a des gens qui vivent toujours dans la guerre froide et c'est un problème, mais c'est un problème pour eux surtout. Moi, je pense que c'est plus facile pour ma génération de réouvrir les questions de la dynamique des inégalités dans le capitalisme sans avoir cette chape de plomb de la guerre froide où on était toujours suspecté de vouloir défendre le modèle à côté. Le livre s'appelle « Le capital au XXIe siècle » parce que j'essaye de remettre la question de la répartition au cœur de l'économie politique, au cœur de l'analyse économique. Et c'est vrai que les auteurs du XIXe siècle, notamment Ricardo et Marx, avaient au moins le mérite de placer la question de la répartition au cœur de l'économie politique. Maintenant, j'essaye de le faire d'une façon qui est différente de celle de Ricardo ou Marx, parce que voilà, le livre de Marx, il est paru en 1867, le mien en 2014. Bon, forcément, il s'est passé beaucoup de choses en 150 ans, et en particulier, bon, mon approche est beaucoup plus historique. Donc pour moi, le capital au XXIe siècle, par rapport à Le Capital, il y a deux mots en plus, enfin trois mots, au XXIe siècle, ce qui veut dire que j'essaye de mettre le capital dans l'histoire et de l'étudier comme un objet historique, d'étudier les métamorphoses du capital, les transformations dans les différents types de propriétés. Et finalement, on est passé d'une propriété, des modes de propriété terriennes, des propriétés immobilières, des propriétés financières, aujourd'hui des propriétés immatérielles, des brevets. Mais finalement, il y a une logique de l'accumulation du capital et de la répartition des richesses qui a beaucoup moins changé que ce qu'on imagine parfois. Et au XXe siècle, ce sont des chocs extrêmement violents avec la Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale et la révolution bolchevique elle-même qui ont finalement conduit à une réduction des inégalités dans les pays capitalistes du fait de ces chocs et du fait qu'à la suite de ces chocs, les élites dans les pays occidentaux ont fini par accepter des réformes sociales et fiscales qu'ils refusaient jusqu'en 1914. Et ce sont uniquement ces changements institutionnels qui ont permis une certaine réduction des inégalités. Depuis les révolutions conservatrices anglo-saxonnes, Thatcher, Reagan, et plus encore depuis la chute du mur de Berlin, on est rentré dans une phase de foi indéfinie dans l'autorégulation des marchés, avec tout le mouvement de dérégulation financière, qui a contribué très fortement à une remontée des inégalités, qui, dans certains cas, retrouvent aujourd'hui des niveaux proches de ceux qu'on avait à la veille de ces chocs, jusqu'en 1914, avec une fragilité des pays qui sont soumis à des spéculations financières, à une instabilité économique, et aujourd'hui, à un niveau de chômage en Europe
extrêmement préoccupant. Donc c'est voilà, cette remise en perspective historique de l'histoire des inégalités dans le capitalisme qui permet de mieux comprendre que bon, il n'y a jamais rien de naturel dans les évolutions économiques, c'est toujours des évolutions qui dépendent des institutions, des lois, des régimes politiques et légaux qu'on se donne. Mais au XXe siècle, ça a été particulièrement le cas où ce sont d'abord des chocs politiques qui ont transformé la nature du capitalisme dans un sens puis dans l'autre. Et cette perspective historique me semble absolument indispensable pour penser un nouveau mode de régulation du capitalisme patrimonial mondialisé qu'on a aujourd'hui en face de nous. Después te preguntaré sobre el concepto de capitalismo patrimonial, las evoluciones de la propiedad y también sobre la guerra como dispositivo de reordenación política que tuvo que ver con la reducción de las desigualdades, pero antes no me resisto a preguntarte por lo que entiendo como una declaración de principios con las que se abre el libro, que es esa cita de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se indica que las distinciones sociales se justifican en la medida en que vayan en la dirección de la utilidad común. ¿Eso es una forma de decir que es legítimo intervenir contra las distinciones sociales cuando se alejan de la utilidad común del interés colectivo? Oui, c'est dans ce sens que je lis cette phrase. C'est-à-dire cette phrase dit si vous voulez justifier des distinctions sociales, alors il faut que vous fassiez la démonstration qu'elles sont dans l'utilité commune. Mais on ne peut pas supposer a priori qu'elles le sont. Donc cette phrase est intéressante parce qu'elle vient... L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comporte deux phrases. La première phrase est une affirmation absolue d'un principe d'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Puis immédiatement, il y a une deuxième phrase qui introduit la possibilité de l'inégalité, puisque la deuxième phrase dit « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Donc après avoir affirmé un principe d'égalité absolue, on introduit la possibilité d'une inégalité en société, mais à condition qu'elle soit dans l'utilité commune. Et je pense que ces deux phrases expriment bien la contradiction que nous avons à résoudre encore aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard. C'est-à-dire que l'inégalité n'est pas forcément un problème en soi, à condition qu'on puisse vraiment la justifier sur l'utilité commune. Le problème, c'est qu'en pratique, les élites ou les gagnants du système ont toujours envie d'évoquer l'utilité commune pour justifier leur position, mais très souvent c'est faux. Et donc je pense qu'il est très important d'avoir un regard critique et de déconstruire ces discours et de toujours de jamais prendre pour donner ces justifications qui sont souvent extraordinairement hypocrites. Te comentaba antes, off the record, que yo había trabajado mucho la obra de David Harvey porque enseñaba geografía política en la Complutense y conocía una de las críticas que hacía tu libro. Decía, es un libro que hace muchísimas aportaciones extremadamente útiles en términos históricos, pero Harvey, como marxista duro, decía, echo en falta el papel del factor trabajo como elemento político que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. ¿La clase trabajadora sigue siendo o es un actor político que puede influir en la manera en la que se entienden las desigualdades? Oui, à condition de prendre en compte toute la diversité qu'il y a à l'intérieur du groupe des travailleurs, dont les intérêts ne sont pas toujours exactement les mêmes. Je crois qu'il faut remettre cette analyse du travail et du capital dans la perspective du monde d'aujourd'hui. Donc les questions de classe sociale, pour moi, ne sont pas du tout dépassées ou tabous. Simplement, il faut les reprendre, il faut en reprendre l'analyse dans leur genèse historique, dans leur évolution, pour penser le monde maintenant d'aujourd'hui. Hablábamos antes de la guerra. En tu libro señalas que la guerra es un factor ineludible históricamente para comprender la reducción de la desigualdad. Es una afirmación seguramente irrefutable en términos históricos, pero terrible en términos políticos. ¿Eso sigue siendo así? ¿Cabe esperar en una situación geopolítica tan compleja como la actual, en la que emergen nuevos actores que están desafiando la hegemonía de los Estados Unidos, que la única posibilidad de una transformación económica en términos sistémicos tendría que ver con una conflagración militar? Non, je pense qu'on peut essayer de faire mieux la prochaine fois. C'est vrai qu'au XXe siècle, jusqu'en 1914 et jusqu'au choc des guerres mondiales, il n'y avait pas de mouvement spontané de réduction des inégalités. Et surtout, il y avait un refus des élites
d'accepter un certain nombre de réformes sociales et fiscales. Vous savez, en France, la France aime se présenter parfois comme le pays de l'égalité. Mais en fait, il y a souvent beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Et les élites républicaines françaises, jusqu'en 1914, refusaient, par exemple, l'impôt sur le revenu. En France, l'impôt sur le revenu a été créé en juillet 14, non pas pour construire des écoles, mais pour financer la guerre contre l'Allemagne. Et jusqu'à l'été 1914, les élites républicaines françaises refusent l'impôt progressif sur le revenu au nom, étrangement, de la Révolution française. C'est-à-dire que les élites républicaines françaises disent « Bon, nous, on a fait la Révolution française, ça suffit. Ça, on n'a plus d'aristocrates, donc maintenant on est un pays égalitaire. Les Britanniques, le Royaume-Uni, eux, ils auraient bien besoin d'un impôt progressif sur le revenu et les successions parce que c'est une société aristocratique, mais nous, on n'en a plus besoin. » Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les données historiques sur les patrimoines et les successions sur la Belle Époque, que j'étudie beaucoup dans mon livre, on se rend compte que la concentration des fortunes est tout aussi forte dans la France républicaine de 1913-1914 que dans le Royaume-Uni monarchique. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que seules des guerres et seuls des chocs peuvent permettre de faire réagir les élites à l'avenir? Non, je ne pense pas ça. Moi, mon livre est un livre qui se veut optimiste, enfin, raisonnablement optimiste. C'est-à-dire, je veux croire dans les forces démocratiques pour reprendre le contrôle de certaines dynamiques inégalitaires. En même temps, ce serait une illusion de penser que voilà, le paisible processus électoral suffit toujours à obtenir les changements nécessaires. Les mouvements sociaux et parfois des mouvements politiques chaotiques sont parfois nécessaires pour le changement. Moi, j'ai été très marqué par deux événements politiques quand je suis devenu adulte. L'un, c'est la chute du mur de Berlin. Le second, c'est la première guerre du Golfe, en 1990-1991, quand d'un seul coup, les pays occidentaux ont envoyé 1 million d'hommes de troupes en Irak pour rendre le pétrole aux émirs du Koweït. Ce qui est quand même un épisode assez marquant parce que ça montre que, vous savez, on vit dans une époque où parfois on dit les gouvernements ne peuvent rien, les gouvernements sont faibles. Par exemple, on ne peut pas lutter contre les paradis fiscaux parce que les paradis fiscaux sont trop forts pour nous, les Bahamas, Jersey, ils sont trop puissants pour les pays occidentaux, on ne peut rien faire. Et puis là, d'un seul coup, on est capable d'envoyer 1 million d'hommes de troupes pour redistribuer le pétrole aux émirs du Koweït. Et donc d'un seul coup, la puissance publique peut beaucoup. Pas forcément pour faire une redistribution dans la bonne direction, mais donc voilà, je crois on continuera d'avoir différentes formes de régulation, de redistribution des richesses. Bon, moi évidemment, je veux croire dans des régulations plus pacifiques, l'impôt progressif sur le patrimoine, sur le revenu. Mais parfois, l'inflation, des processus d'annulation de dette ou des processus politiques plus chaotiques jouent un rôle et joueront à l'avenir un rôle important. En el libro, sin embargo, señalas algo que me llamaba la atención. Decías literalmente, el Estado, cuando hablamos del Estado, respecto a la crisis actual, no se dará, como tras la crisis de los años 30, un gran paso adelante del Estado. La pregunta es, ¿hay forma entonces de recuperar la soberanía más allá de la institución del Estado Nacional? Por mucho que se haya producido una transferencia de soberanía del Estado Nacional a instancias supranacionales, el único espacio que se puede adquirir políticamente a través de elecciones siguen siendo los Estados nacionales. Entonces, me llamaba la atención que limitaras tanto el papel de los Estados nacionales para poner encima de la mesa algo que señalabas y que es casi un tabú en este momento, como hablar de democratizar la economía. ¿Se puede democratizar la economía sin una vuelta al papel de los Estados nacionales? Les États-nations doivent continuer de jouer un rôle essentiel. Et en même temps, on a besoin, en Europe, on le voit bien, de pouvoir bâtir une puissance publique légitime et démocratique à un échelon, sinon continental, du moins à un échelon plus large que l'État-nation. Concrètement, je pense qu'on a besoin que l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique développent une puissance publique démocratique capable suffisamment forte pour réguler le capitalisme patrimonial, financier actuel, au-delà d'une monnaie unique. Et l'illusion d'une monnaie sans État, c'est ça qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui. Regardez l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, on est dans une situation où les plus grandes sociétés multinationales ne payent plus pratiquement d'impôt sur les sociétés, ou en tout cas payent un taux effectif d'impôt sur les sociétés beaucoup plus faible que les petites et moyennes entreprises. Et ça, on ne va pas le régler au niveau de l'État-nation, parce que les petits
les pays européens sont tous de plus en plus petits par rapport à la taille de l'économie mondiale. Et quand on est petit, on a tendance à se comporter parfois d'une façon contradictoire avec nos valeurs les plus élémentaires, parce que chacun essaye de sauver sa peau, finalement, chacun essaye de trouver sa niche. Et donc là, la seule solution, très concrètement, là, on a vu Jean-Claude Juncker qui est venu s'excuser en disant « Ah, c'est pas de ma faute, c'était la seule stratégie possible de développement pour mon pays, c'était de voler la base fiscale de mes voisins. » Mais au point où on en est, ça suffit pas de s'excuser. Ce sont vraiment les institutions européennes elles-mêmes qui sont en cause. Donc si on veut une démocratisation de l'économie et une marche en avant vers le progrès social, il faut d'abord démocratiser les institutions européennes elles-mêmes. Donc concrètement, tant qu'on sera dans la règle de l'unanimité en matière fiscale, il n'y aura pas de progrès possible en direction de la justice fiscale. Et si certains pays, dans les 28 pays, n'en veulent pas, et beaucoup n'en voudront pas, très bien qu'ils restent en dehors, mais ça ne doit pas empêcher les pays qui le souhaitent, sans doute un plus petit nombre de pays à l'intérieur de la zone euro, de passer à une souveraineté démocratique, parlementaire, avec un parlement commun, où chaque pays est représenté en proportion de sa population, ni plus ni moins, et où on peut aussi prendre vis-à-vis des pays non coopératifs les sanctions qui s'imposent vis-à-vis de ceux qui veulent continuer de vivre de l'opacité financière. Si on n'est pas capable d'organiser cette nouvelle forme de puissance publique démocratique à un niveau plus élevé que l'État-nation, alors moi je suis extrêmement inquiet des tentations de repli national qui peuvent survenir à l'avenir. Es una preocupación que compartimos todos los demócratas, incluso cualquier persona razonable señala efectivamente el Parlamento Europeo casi no tiene atribuidas funciones legislativas y mucho menos soberanas. Sería muy razonable que en Europa hubiera una armonización fiscal, pero digamos que este sentimiento razonable que comparten muchos actores después es muy difícil de llevar a la práctica. Una de las propuestas cruciales de tu libro es el impuesto global progresivo sobre el patrimonio, pero planteas que esto tiene que ser a nivel global e incluso reconoces que puede ser una utopía útil para trabajar. La pregunta, en tanto que actor político que solo puede aspirar al poder administrativo de un Estado, ¿cuál sería la fórmula para lograr imponer en espacios supranacionales pues tanto la regla de la mayoría para tomar decisiones en Europa como una manera de convertir, en este caso, la Unión Europea en algo que no es, en un espacio democrático en el que en última instancia las decisiones las tomen los representantes de la soberanía popular y no un Banco Central Europeo que no responde ante a nadie o una troika europea que en todo caso está relacionada con los intereses de Alemania? ¿Cuáles serían los mecanismos concretos? Sé que es una pregunta difícil, pero todos los que hacemos política nos encontramos con esa contradicción. Alors, moi je voudrais dire d'abord que la montée de Podemos en Espagne, de Syriza en Grèce est, de mon point de vue, une des rares bonnes nouvelles du paysage politique européen des derniers mois, de la dernière année. Et je vis dans un pays où l'innovation politique arrive plutôt à la droite de la droite, ce qui est autrement plus inquiétant, y compris pour les dirigeants à Berlin, à Paris, à Bruxelles, et qui ferait mieux de tendre la main à des mouvements tels que Podemos pour essayer de trouver justement des solutions pour une refondation démocratique de l'Europe qui permettent de renouer avec le progrès social, de sortir de l'austérité. Je pense que la France et l'Allemagne ont une grande responsabilité dans l'organisation de l'Europe actuelle et dans l'austérité européenne. Le traité budgétaire européen qui a été adopté en 2012 est un mauvais traité, mais au moins il a le mérite de montrer qu'il est possible de changer les traités européens. Parfois, on refuse cette discussion et je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, on les change tout le temps, les traités. Et en 2012, on les a changés en 6 mois. Alors, manque de chance, ils n'ont pas été dans la bonne direction, le changement. C'est-à-dire qu'on a approfondi un espèce de fédéralisme technocratique basé sur les négociations entre les gouvernements nationaux, la Commission européenne. Ça ne marche pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre sur la table, et je pense que c'est là que des mouvements comme Podemos peuvent jouer un rôle extraordinairement important en Europe. Il faut mettre sur la table des nouvelles propositions de refondation démocratique de l'Europe. Je pense concrètement que si l'Espagne
avec la France, avec l'Italie, proposait à l'Allemagne de mettre en place un véritable parlement de la zone euro, dans lequel chaque pays serait représenté en proportion de sa population. Je pense à partir de représentants des parlements nationaux, parce que je pense qu'on peut construire une souveraineté parlementaire qu'en s'appuyant sur les souverainetés parlementaires nationales, si on veut construire une souveraineté parlementaire supranationale. Je pense que l'Europe à 28... Un jour, peut-être, on pourra lui faire jouer un rôle plus important, mais je pense qu'il faut provisoirement au moins faire notre deuil de l'Europe à 28, ou en tout cas accepter qu'il y aura durablement un nombre plus limité de pays qui avanceront, et quand ça marchera avec ce nombre plus limité de pays, alors peut-être d'autres pays de l'Europe à 28 auront envie de rejoindre ce noyau dur. Mais pour l'instant, personne n'a envie de rejoindre la zone euro, parce que ça ne marche pas du tout. Si l'Espagne, l'Italie, la France proposaient à l'Allemagne ce Parlement de la zone euro, dans lequel on prendrait les décisions à la majorité, chaque pays serait représenté en proportion de sa population, et c'est là qu'on prendrait les décisions sur le niveau du déficit public, le niveau d'investissement public, l'impôt sur les sociétés. C'est là qu'on pourrait voter un impôt commun sur les sociétés qui taxe les multinationales à un taux au moins aussi élevé que nos petites et moyennes entreprises. Je pense que si on avait eu une institution comme ça plus démocratique, on aurait fait moins d'austérité, on aurait eu plus de croissance, moins de chômage. Et je pense qu'il est toujours possible de faire ça. Et je pense que si une proposition de cette nature était sur la table, je pense que l'Allemagne aurait du mal à la refuser éternellement. Et on ne peut pas avoir une monnaie commune et en même temps refuser la perspective de la démocratie. Et on ne peut pas imposer ses choix au reste de l'Europe. Donc je pense que c'est important de mettre ce type de proposition sur la table, parce que sinon on ne peut pas juste se plaindre de l'Allemagne en permanence. Je pense on a besoin de montrer qu'il y a des alternatives qui existent. Et je crois que le pire aujourd'hui en Europe, c'est quand il n'y a pas d'alternatives qui sont posées sur la table. Et peut-être parfois il y a une tentation. Bon, la droite nationaliste par nature refuse l'internationalisme et les solutions de progrès social et démocratique que je décris. Mais parfois, il peut y avoir une tentation à gauche de refuser la marche en avant vers une démocratie supranationale tant qu'on n'a pas la certitude que les politiques de progrès social seront adoptés pour toujours. Mais ça, on peut pas être sûr à l'avance. Il y a un moment, il faut faire confiance à la démocratie. Et ce Parlement de la zone euro, moi, parfois, il prendrait des décisions qui ne sont pas celles que je souhaiterais. Mais en même temps, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il aurait pris de meilleures décisions, même avec une majorité plus à droite que celle que je souhaiterais. Je pense qu'on aurait fait moins d'austérité que ce qu'on a fait ces 4 dernières années. Je pense que le système actuel de négociation entre les gouvernements nationaux et la Commission européenne, ce système où, comme on a peur de la démocratie et du choix majoritaire, on a des règles extrêmement rigides sur la réduction du déficit, c'est le pire des systèmes. Donc il faut le réformer, et tant qu'on n'aura pas changé ces règles, on ne pourra pas renouer avec le progrès social et économique en Europe. Reconozco que necesitaba escuchar algo así porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que no se puede, que es imposible, que Alemania nunca cederá, que es imposible cambiar nada de la Unión Europea. Toca ahora que nosotros nos sometamos al examen. Te voy a señalar algunas propuestas de Podemos, algunas han sido muy criticadas, otras menos, y quiero preguntarte por tu opinión. Tú hablabas de meritocracia en tu libro como una cuestión positiva para la democracia, en que el ascenso social tenga que ver con el mérito. Nosotros hemos hablado mucho para definir a las élites económicas en España de lumpenoligarquía. Hemos señalado que en este país existen unas tradiciones que vinculan a buena parte de las élites políticas con su cercanía, a las élites económicas con su cercanía al poder político. Y hemos dicho, frente a aquellos que señalan que la corrupción es un problema que resolvería el derecho penal, nosotros hemos dicho la corrupción es básicamente un problema económico. La corrupción se resuelve con más inspectores de Hacienda, la corrupción se resuelve con otra política económica. ¿Estás de acuerdo que la corrupción, que es un problema que afecta a toda Europa y en particular a los países del sur, tiene más que ver con la economía que con una suma de indignidades o de comportamientos deshonestos personales en la clase política? Oui, je partage tout à fait cette analyse. Je pense qu'on a un besoin de transparence
financière, de transparence sur les revenus et les patrimoines. Vous savez, moi je viens d'un pays où le ministre du budget de François Hollande, qui était censé s'occuper de faire payer les impôts en France, il avait lui-même un compte en Suisse, Cahuzac, et il ne payait pas d'impôts en Suisse. Et le pire, c'est qu'il pensait que ça pouvait continuer éternellement. Mais là, c'est une situation qui ne dépend pas d'abord des individus, mais des règles et des institutions économiques que l'on se donne pour plus de transparence. Et la transparence, ça peut permettre aussi plus de démocratie au niveau des entreprises. C'est-à-dire que c'est en ayant une plus grande information sur les comptes des sociétés, sur les participations financières des uns et des autres, que l'on permet aux salariés de mieux s'impliquer et de pouvoir avoir un véritable droit d'intervention dans les conseils d'administration des entreprises, qui est quelque chose que le patronat en France a longtemps refusé. Et aujourd'hui, on commence justement, de ce point de vue-là, il peut y avoir un effet positif de l'Allemagne, où on a des droits d'intervention des salariés et qui ne sont pas simplement consultés dans les conseils d'administration, mais qui ont un véritable droit de vote. Et visiblement, ça ne les empêche pas de produire des bonnes voitures. Et donc c'est tout ce mouvement vers plus de transparence, je pense, est un mouvement qui peut accompagner là, une véritable démocratisation du pouvoir économique. Nosotros decimos, las políticas de austeridad parece que están fracasando y parece que están fracasando en particular en el sur de Europa. Si las políticas de austeridad contribuyen a empobrecer a la mayor parte de la población, nosotros decimos que el consumo es fundamental para que la economía pueda funcionar mejor. Algunos dicen, claro, estáis ocupando el espacio tradicional de la socialdemocracia, y nuestra sensación es que la socialdemocracia ha abandonado su espacio tradicional de políticas expansivas y de políticas que aumenten el consumo. Políticas que ni siquiera están cuestionando en ningún caso la economía de mercado, sino que de alguna manera reivindican ese viejo keynesianismo que decía, de las crisis solamente se sale cuando interviene el Estado y cuando aumenta la demanda interna. Les politiques d'austérité en Europe ont été un échec. Je crois que maintenant, on en est certain. Si on regarde la situation il y a 5 ans, qu'on compare la zone euro avec les États-Unis, on avait le même niveau initial de dette publique, le même niveau initial de taux de chômage. Que s'est-il passé 5 ans plus tard? Le verdict, le bilan est terrible pour la stratégie de la zone euro, puisque le chômage a baissé aux États-Unis, il a augmenté en zone euro. Je crois qu'on a le problème, il est simple. On a voulu réduire les déficits publics beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire que réduire les déficits en soi, pourquoi pas, mais il faut le faire à un rythme qui est compatible avec la croissance et la reprise économique. Là, on a tué la croissance. En particulier en France, on a augmenté les impôts beaucoup trop lourdement. D'ailleurs, aussi bien à la fin de Sarkozy qu'au début de Hollande. Et le résultat, c'est qu'on a tué la croissance et on se retrouve aujourd'hui avec une croissance quasi nulle en zone euro, un risque de déflation extrêmement fort. Et un des enseignements de l'histoire de la dette publique que je raconte dans mon livre, c'est que il est impossible de réduire une dette publique importante simplement avec une inflation nulle, une croissance très faible. Et moi, je suis très inquiet. Il faut se rappeler que dans le passé, c'est très souvent soit avec de l'inflation, soit avec des remises de dette, soit avec des mesures exceptionnelles qu'on est sorti des crises d'endettement public élevées. Et c'est le cas notamment de l'Allemagne et de la France qui, au XXe siècle, sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec une dette de 200% du PIB, donc 2 fois plus importante que l'Espagne aujourd'hui, même plus importante que la Grèce aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, en 1950, il n'y avait plus de dette publique. Que s'était-il passé ? C'est pas qu'on les remboursait. Ces dettes publiques, on s'en est débarrassé par l'inflation, par des remises de dettes pures et simples, notamment pour l'Allemagne, et c'était une bonne décision, parce que c'est ça qui a permis de repartir en 1950 et dans les années 50-60 sans dette publique, ce qui a permis d'investir dans la croissance, dans les infrastructures publiques, dans l'éducation en Allemagne et en France. Si on avait dû rembourser une dette aussi importante avec des excédents de 1 ou 2% ou 3% du PIB chaque année, on y serait encore. Et donc c'est tout à fait hallucinant, c'est quand même une amnésie historique incroyable de voir aujourd'hui ces mêmes pays, l'Allemagne et la France, expliquer au sud de l'Europe que tout doit se repayer jusqu'au dernier euro avec une inflation nulle. Le seul précédent historique
que je vois de l'erreur qu'on est actuellement en train de faire en Europe, c'est peut-être le Royaume-Uni au XIXe siècle qui a mis un siècle à rembourser une dette publique faramineuse qui était aussi de 200% du PIB à l'issue des guerres napoléoniennes. Et ils ont passé un siècle avec des excédents budgétaires de 1%, 2%, 3% du PIB. Finalement, ils ont mis plus d'argent pendant un siècle entier à rembourser des intérêts de la dette à leur propre rentier qu'ils n'ont investi dans tout leur système éducatif. Et c'est un peu la même chose qu'on fait aujourd'hui en Europe ou en Espagne, en Italie. Ce qu'on paye chaque année en intérêt de la dette publique, c'est plus élevé que le budget total de toutes les universités. En Italie, aujourd'hui, on dépense 5%, 6% du PIB chaque année en intérêt de la dette publique, alors que le budget total de toutes les universités, c'est 1% du PIB. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie pour préparer l'avenir, et notamment pour les jeunes générations? Évidemment que non. Donc, Pero entonces, si esto es tan obvio, ¿por qué nosotros cuando hablamos de reestructuración ordenada de la deuda, todo el resto de actores políticos, incluso los que proceden de tradiciones socialdemócratas, nos dicen estáis locos? Hablar de la reestructuración de la deuda es el escenario previo al apocalipsis. ¿Por qué hay ese consenso tan absurdo entre las fuerzas que han dominado hasta ahora respecto a que es imposible reestructurar una deuda que cada vez son más los sectores que señalan que no se pueden pagar y que es una rémora para la salida de la crisis? Oui, je pense que le problème, c'est que les gens ont toujours du mal à reconnaître leurs erreurs. Et le nouveau traité européen qui a été adopté en 2012 a été une erreur, mais c'est une erreur qui a été commise des deux côtés de l'échiquier politique. Donc je connais bien la situation en France. Le traité, il a été négocié sous l'ancienne majorité, sous le gouvernement Sarkozy, et puis ensuite il a été ratifié sous la nouvelle majorité, sous Hollande. Et donc c'est pour ça que la classe politique française et le parti de droite comme le parti de gauche ont beaucoup de mal aujourd'hui à reconnaître leur erreur parce qu'ils sont co-responsables. Et il est possible qu'en Espagne, il y ait également des responsabilités partagées des deux côtés de l'échiquier politique. Tous les pays sont responsables, c'est pas seulement l'Allemagne, c'est aussi la France, les gouvernements espagnols, italiens. Maintenant, ce qui compte, c'est de regarder la suite. Donc je pense qu'il faut à nouveau bien prendre en compte que pour renouer avec des politiques de progrès social et économique en Europe, c'est la démocratie européenne qu'il faut réformer. Donc c'est très important de réfléchir à cette question de comment on organise mieux, comment on organise une refondation démocratique de l'Europe. Parce que ce qui fait peur parfois légitimement à l'Allemagne, c'est de dire, bon mais ensuite comment on va décider ensemble le niveau commun du déficit. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de proposition. En France, François Hollande a fait semblant de renégocier le traité européen en 2012, mais en fait, il n'a rien renégocié. Il a fait semblant de proposer à l'Allemagne de mettre en commun les dettes publiques, mais en vérité, il n'a jamais proposé de mécanisme politique, comme un parlement de la zone euro, permettant de prendre ensuite en commun les décisions sur le niveau de déficit. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous mettez en commun les dettes publiques, vous avez besoin d'une instance politique, démocratique, parlementaire, permettant ensuite de prendre les décisions sur le niveau de déficit. On ne peut pas simplement avoir une banque centrale européenne et une monnaie sans puissance publique démocratique en face. Et c'est ça aujourd'hui qui manque et c'est dans cette direction qu'il faut absolument s'orienter. Seguramente ahora la zona euro es ineludible. Pero fue razonable en los acuerdos de Maastricht que de alguna manera los Estados europeos cedieran algo tan importante como la soberanía monetaria a una institución que después los Estados europeos no controlan, una institución que ni siquiera se parece a la Reserva Federal, que parece que prohibido por los tratados, a pesar de las últimas interpretaciones, que tiene prohibido comprar deuda pública de los Estados, que no puede emitir eurobonos. ¿Tuvo sentido construir una moneda única como este euro que se hizo? Il faut voir le contexte dans lequel le traité de Maastricht a été adopté. C'est vrai que c'est un contexte intellectuel et politique très, très différent. C'est 1992 et en fait même ça a été négocié à la fin des années 80, tout début des années 90, dans un contexte où on sortait à peine de la stagflation des années 70 avec une forte inflation et un chômage élevé. Et donc l'obsession à l'époque, c'était la banque centrale indépendante pour combattre l'inflation. C'était le contexte intellectuel de l'époque. Et donc, avoir une monnaie sans État, ça paraissait une bonne idée à l'époque, parce qu'on se disait, voilà, comme ça, elle va être vraiment indépendante, puisqu'il n'y a pas de gouvernement en face d'elle. Bon,
Aujourd'hui, le contexte est très différent et je pense qu'on a compris avec la crise de 2008 que les banques centrales, elles n'étaient pas là uniquement pour regarder passer les trains et s'assurer que l'inflation reste stable. Dans des contextes de crise financière extrêmement graves où c'est l'ensemble du système financier qui menace de s'effondrer, les banques centrales jouent un rôle très important pour essayer de conserver, d'éviter des faillites en cascade comme on avait eu dans la crise des années 30, ce qui avait conduit à des désastres économiques absolus. Mais pour que les banques centrales puissent jouer ce rôle, elles ont besoin d'avoir en face d'elles un gouvernement économique et on a aussi besoin... Là, je crois que vraiment c'est un des principaux problèmes qu'on a au niveau de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, d'unifier les dettes publiques. C'est-à-dire que si, vous savez, si la Federal Reserve américaine devait choisir chaque matin entre la dette publique de la Californie, la dette publique de l'État de New York, du Texas, ce serait le même bazar, ce serait le même manque de confiance que ce qu'on a en Europe. En España, casi la mitad de los parados no recibe ningún tipo de prestación. Nosotros hemos dicho que eso es una bomba social que lleva a la marginación de una parte inasumible de la población y hemos hablado de que el Estado tiene que garantizar un ingreso mínimo a través de diferentes fórmulas, que puede ser una renta básica, que puede ser el trabajo garantizado, pero que no puede ser que el Estado no intervenga si hay un sector tan amplio de los desempleados que no encuentra trabajo y que no recibe ninguna prestación porque ha agotado el tiempo. ¿Qué opinas de la posibilidad de que el Estado garantice un mínimo de subsistencia a todos los ciudadanos? Oui, c'est le cas dans de nombreux pays européens, donc je pense que c'est possible, et en particulier dans des contextes de très graves récessions et de chômage de masse, je pense que ça n'a pas de sens de culpabiliser les chômeurs, et je pense qu'au contraire, quand le taux de chômage est extrêmement élevé, c'est les périodes où on devrait essayer de compenser financièrement et d'indemniser le chômage de la façon la plus généreuse. Et donc c'est absolument pas du tout le moment pour culpabiliser ceux qui sont privés d'emploi. En nuestro país la burbuja inmobiliaria provocó el fenómeno de los desahucios, gente que era expulsada de sus casas porque no podían pagar la hipoteca. Una de las reivindicaciones del movimiento social contra los desahucios en España era la dación en pago. La dación en pago quería decir que la gente de alguna manera saldaba su deuda con los bancos entregando la vivienda, y no como ocurre ahora, que lo que está pasando es que la gente tiene deudas de por vida. Deudas de por vida, además, sobre el valor de esas viviendas en el momento de mayor desarrollo de esa burbuja inmobiliaria. Nosotros decimos, los bancos privados españoles, que son los propietarios de esas deudas, bancos como el BBVA o como el Banco Santander, deberían tener un sentido de Estado que les hiciera de alguna manera perdonar o reducir o asumir lo que implica la dación en pago a todas esas familias que ahora mismo no pueden consumir, que están en una situación de desesperación porque tienen deudas de por vida, y que esa sería una medida razonable, digamos, para devolver a la normalidad a buena parte de las familias españolas que han quedado completamente excluidas. Esta propuesta, de nuevo, nos vuelven a decir que es imposible, porque plantear que los bancos tengan responsabilidad de Estado es algo inasumible en este contexto. Et aujourd'hui, bon, moi je ne connais pas suffisamment bien tous les détails des mesures discutées en Espagne pour dire, mais il me semble qu'il y a une responsabilité collective de l'État, des régulateurs financiers, y compris en Europe, qui ont laissé monter des bulles immobilières à des niveaux qui n'étaient pas soutenables. Et donc aujourd'hui, il faut trouver des situations pour gérer ces questions de surendettement qui surviennent en Espagne sur des questions immobilières, qui peuvent survenir dans d'autres pays, par exemple sur des endettements d'étudiants aux États-Unis qui se retrouvent dans des situations de surendettement où il y a des propositions de personnes qui sont absolument pas des extrémistes aux États-Unis et qui proposent des mesures de remise de dette pour notamment les étudiants surendettés. Bon, et ça peut se poser sur des questions de surendettement immobilier. Donc je pense qu'il faut regarder toutes ces questions de façon ouverte. Dos temas más antes de concluir la entrevista. A propósito de los atentados terroristas en Francia, una declaración que te comentaba antes off the record, Samaras, el primer ministro, que decía con una agresividad enorme: después de los atentados en Francia hay una fuerza política, Syriza, que quiere abrir la puerta a los inmigrantes.
¿Por qué esa agresividad contra Syriza, no solamente en Grecia, sino por buena parte de las élites europeas, especialmente Alemania, que amenazaba con la salida de Grecia del euro, que ha tenido que contestar Bruselas? ¿Por qué esa agresividad? Je trouve cette réaction de M. Samaras tout à fait détestable. Écoutez, ce qui s'est passé en France va être exploité politiquement et en France, évidemment, l'extrême droite et le Front National a déjà commencé à l'exploiter, va essayer de l'exploiter. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas, parce que les électeurs en France peuvent aussi se dire que quand on a des fous dans la rue, c'est pas la peine d'avoir en même temps des fous au pouvoir. Donc, quelle sera la réaction des électeurs? Je ne sais pas. Dans le cas de la Grèce, je pense que ce serait une très grave erreur si les dirigeants européens à Paris, à Berlin, à Bruxelles cherchaient à culpabiliser à l'avance les électeurs grecs qui souhaitent voter pour Syriza. Je pense que les dirigeants européens seraient bien inspirés de comprendre que les partis tels que Syriza ou Podemos sont fondamentalement des partis internationalistes, pro-européens, qui demandent une autre Europe. Alors après, on peut dire que les propositions qui sont faites sont pas toujours aussi précises qu'elles le devraient par Syriza. Eh bien, très bien, il faut leur tendre la main, il faut les aider à construire une refondation démocratique de l'Europe et de la zone euro dont nous avons tous besoin. Et vous savez, les chocs politiques qui arriveront, par exemple, à la fin de l'année en France, il y a des élections régionales en décembre où très certainement l'extrême droite risque d'emporter plusieurs régions, c'est autrement plus dangereux pour les gouvernements en place à Paris ou à Berlin que Syriza ou Podemos en Espagne. Donc je pense qu'il est temps que les leaders politiques européens arrêtent de se tromper d'ennemis, reconnaissent leur part de responsabilité, parce que la France et l'Allemagne ont une énorme part de responsabilité dans les mauvaises stratégies qui ont été conduites en Europe, et tendent la main aux mouvements qui, dans le fond, ne font que ne pas se satisfaire de l'austérité et du chômage et ne demandent qu'à construire de meilleures solutions ensemble. Hay un fenómeno que se produjo en Grecia, pero que yo creo que se puede producir también en España y en Francia quizá, que es la pasoquización. Digamos, un partido socialista que en su alianza con los conservadores o haciendo políticas muy parecidas a la de los conservadores pasa a ser una fuerza política subalterna. Te quiero preguntar en particular por Hollande. Hollande llega al poder en Francia de alguna manera como gran esperanza blanca frente a las políticas de austeridad de Merkel. Y sin embargo, vemos que en la trayectoria de Hollande ha frustrado muchas expectativas, incluso echa de su gabinete a los ministros más soberanistas que estaban reivindicando una manera de hacer política más vinculadas a las tradiciones del socialismo francés que a lo que muchos juzgan como una tercera vía, algo que recuerda más al laborismo de Blair que a las tradiciones del socialismo francés. ¿Crees que al Partido Socialista en Francia con Hollande le puede pasar de alguna forma lo que le ha ocurrido a los socialistas griegos? Je pense que la France, sous Hollande, a fait un choix en 2012, un choix finalement égoïste. C'est-à-dire que la France, finalement, s'est dit, bon, nous, on a un taux d'intérêt de 0%, 1%, comme l'Allemagne, donc on est du bon côté de la barrière. On ne va pas partager ce taux d'intérêt. Tant pis pour l'Espagne, tant pis pour l'Italie, tant pis pour la Grèce. Alors c'est un choix très, très égoïste et c'est vrai que c'est très triste de voir comment finalement ce nationalisme, l'intérêt national peut transcender les clivages politiques. Et finalement la gauche française a fait le même choix que la droite française de se dire on est du bon côté de la barrière. Je pense que en même temps, les responsables politiques socialistes en France ou en Allemagne comprennent que ça ne marche pas très bien actuellement en France et en Allemagne, que même en Allemagne, la croissance est 2 fois plus faible qu'au Royaume-Uni. Donc c'est quand même bien l'ensemble de la zone euro, finalement, qui a été conduite à une stagnation, à une mauvaise performance économique à cause de ces choix égoïstes. Donc simplement, là, ils ont du mal à reconnaître leurs erreurs. C'est-à-dire que c'est des erreurs qui sont encore trop récentes pour que Hollande a investi beaucoup politiquement pour essayer de convaincre le pays qu'en 2012, il avait renégocié le traité, alors qu'en fait, il n'avait rien renégocié du tout, mais il l'a tellement dit que c'est difficile aujourd'hui. Je pense qu'il ferait mieux de reconnaître ses erreurs, mais je pense qu'un choc salutaire peut venir des pays d'Europe du Sud, et en particulier de l'Espagne, en mettant sur la table des nouvelles propositions de réforme des traités européens. Ça peut contraindre les socialistes français
à se réinterroger eux-mêmes sur leurs erreurs. Et les socialistes allemands, on rencontre des députés au SPD qui sont prêts à dire, voilà, si on avait des propositions sur la table d'une véritable union politique, démocratique, renforcée au sein de la zone euro, alors on pourrait plus facilement soutenir ces propositions. Mais c'est vrai que le changement, malheureusement, ne viendra pas à ce stade, en tout cas dans le court terme, dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, je pense, ne viendra pas de France ou d'Allemagne. Donc il faut que les autres pays, les pays d'Europe du Sud qui ont le plus souffert de cette austérité, apportent aussi des solutions constructives avec des propositions pour transformer l'Europe et qui j'espère, finiront par gagner les partis progresistes ou ce qu'il en reste en France et en Allemagne. Tomás Piketty, muchísimas gracias por venir a La Tuerca. Te voy a entregar la taza de La Tuerca. Es una taza para zurdos, hay que cogerla con la mano izquierda y te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Oui, je porte un toast aux élections à venir en Espagne qui, j'espère, apporteront le changement et dont on a tous besoin en Europe et pas seulement en Espagne. Muchísimas gracias.